Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de commencer ce cycle consacré au grand siècle. Je remercie l'Institut de France, son chancelier et tous les membres de... Je remercie le chancelier de l'Institut de France et toutes les personnes qui ont organisé ce cycle. J'ai choisi pour l'inaugurer une question, temps de crise ou grand siècle, pour préciser un peu les notions, les idées générales qui ont présidé à ce programme. Ce sera également l'occasion pour moi, au fil de mon propos, de vous rappeler ceux qui seront les intervenants dans les semaines qui suivent. L'expression « grand siècle » est familière aujourd'hui pour donner une idée de magnificence, de grandeur ou de beauté, avec comme référence Louis XIV, ici peint par Hyacinthe Rigaud, et le château de Versailles. En parcourant la toile, j'ai retrouvé l'idée de grand siècle associée à des papiers peints, à du champagne, à un hôtel au Puy du Fou, à une rose. Donc c'est un mot, une expression qui plaît et qui séduit. Les Jeux Olympiques de 2024 n'ont pas oublié d'évoquer ce moment exceptionnel, à la fois la galerie des glaces et le Grand Canal. Il faut remonter le temps. Dès le 27 janvier 1687, Charles Perrault, l'auteur des Contes, donne lecture devant l'Académie française de son poème « Le siècle de Louis le Grand », montrant que le règne de ce roi est un moment exceptionnel dans l'histoire. Après la mort du roi Soleil, en 1751, Voltaire publie aussi un important ouvrage historique, Le siècle de Louis XIV, jugeant ce siècle digne de ceux de Périclès, d'Auguste ou de celui des Médicis. Dans son esprit, c'est bien l'épanouissement des sciences, des arts et des lettres qu'il faut admirer dans ces périodes fastes. Je le cite. Ces quatre âges heureux, c'est-à-dire ces quatre moments exceptionnels, Périclès, Auguste, Médicis, sont ceux où les arts ont été perfectionnés et qui, servant d'époque à la grandeur de l'esprit humain, sont l'exemple de la postérité. Fin de citation. Pour Voltaire, il y aurait eu, depuis Richelieu, en gros, qui meurt en 1642, jusqu'à la mort de Louis XIV, en 1715, une révolution générale de l'esprit, qui aurait ensuite retenti dans toute l'Europe. Il est beaucoup plus difficile de dater l'apparition de l'expression « grand siècle ». À vrai dire, je suis incapable de vous dire quand elle apparaît. Après la chute de la monarchie en France, il devenait sans doute difficile de parler de siècle de Louis le Grand, de ramener les succès d'un moment historique à un seul homme, à un roi de surcroît, même si son règne a duré 72 ans. L'expression « grand siècle » était plus commode, elle conserve l'idée de la grandeur sur une longue durée, mais sans préciser finalement qui sont les artisans de ce qui apparaît une réussite finalement collective. Un livre majeur a illustré la formule. Paul Bénichou, professeur de lettres, publie, après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, ses « Morales du grand siècle ». Il est étonnant de voir que très tôt, on a envisagé aussi l'envers du grand siècle. Ainsi, dès 1924, ce livre de Félix Gueff, qui est aussi un spécialiste de littérature, et ce titre montrerait que derrière la magnifique façade, il y aurait une réalité beaucoup moins admirable. Ce que je constate, et vous verrez, ce sera un peu le thème de mon propos, c'est que les historiens de la littérature et de l'art ont aisément recours à la notion de grand siècle, un peu emphatique,
tandis que les historiens généralistes, les historiens de la société, montrent beaucoup plus de prudence, voire même une certaine réticence à parler de grand siècle. Car enfin, le XVIIe siècle est un temps de crise. L'historien Pierre Goubert et les historiens de l'après-guerre ont insisté sur ces crises à répétition qui frappent les campagnes dans un engrenage terrible. Période de mauvais temps, absence de récolte, malnutrition, disette, famine, épidémie, effondrement démographique avec la multiplication des morts, la chute des mariages, la diminution des naissances. Pierre Goubert explique ces moments terribles dans une perspective marxiste comme le résultat d'une injuste répartition des richesses. Marcel Lachivert a décrit en détail ce qu'il a appelé les années de misère, les deux grandes crises économiques en France, au temps de Louis XIV, 1693-1694, et au début du XVIIIe siècle, 1709-1710, qu'il décrit comme plus graves que la Première Guerre mondiale. Pour comprendre ces crises, très tôt, Emmanuel Leroy-Ladurie, notre confrère Emmanuel Leroy-Ladurie, avait, dès 1967, parlé du petit âge glaciaire. Et voici, ici, vous le voyez, un schéma montrant l'avancée des glaciers. Et le petit âge glaciaire, vous le voyez, vient du Moyen-Âge et s'écoule jusqu'au XIXe siècle. Ce qui expliquerait le marasme d'une économie qui est avant tout agricole. Plus récemment, vous le voyez ici, non, vous ne le voyez pas ici, parce ah si, pardon, ici, vous le voyez ici, un collègue britannique vivant aux États-Unis, Geoffrey Parker, a publié en 2014 un énorme livre qui s'appelle Global Crisis, et vous le voyez, ce sous-titre, c'est guerre, changement climatique et catastrophe au XVIIe siècle. Pour lui, il considère que la crise est d'origine climatique, une baisse cette fois-ci des températures, et qu'elle a marqué l'ensemble du monde. Il analyse les révoltes en Chine comme les problèmes de l'Amérique. Il faut remarquer aussi que la guerre a marqué l'histoire du siècle. L'historien André Corvisier a écrit qu'il n'y avait eu en Europe dans le siècle qu'une seule année sans conflit. En particulier, une grande partie de l'Allemagne voit sa population décimée par les opérations militaires, mais aussi parce que les armées, en circulant, favorisent la diffusion des épidémies. Comment ne pas envisager aussi les persécutions religieuses, j'y reviendrai, en France comme en Europe. Comment ne pas évoquer la traite des Noirs, qui permet le développement de l'économie des îles dans la Caraïbe, où l'on commence à produire du sucre. Et c'est aussi une façon de trouver une nouvelle voie économique. En 2007, l'historien Christian Jouot a publié un livre intitulé « Sauver le grand siècle », vous voyez, avec un point d'interrogation. Et ce titre montre bien que les historiens professionnels sont un peu embarrassés par cette expression « grand siècle ». Pourtant, l'idée de grand siècle résiste. Elle est reprise en 1990 dans ce monumental dictionnaire du grand siècle, et ce titre se justifie d'autant plus que François Bluch a donné la part belle à tous les arts. La même idée d'épanouissement au XVIIe siècle existe ailleurs, avec des chronologies un peu décalées. Il y aurait un siècle d'or aux Pays-Bas et un siècle d'or en Espagne. Vous voyez ici le livre de Bartholomé Benassar et ici le dictionnaire très récent, enfin assez récent, de Catherine Secrétan et de Willem Freyhof. Dans les deux cas, pour deux pays, Pays-Bas et Espagne, le siècle d'or correspond à un épanouissement des arts, des sciences et des lettres. Parce que les historiens d'art ou de la littérature utilisent volontiers cette notion de grand siècle, vous le savez, l'idée est apparue d'un musée du grand siècle à Saint-Cloud, né de la volonté de Pierre Rosenberg et du regretté Patrick Devedjian, un établissement qui associera les arts, mais aussi l'évocation de toute la société. Aujourd'hui, mon propos vise finalement à interroger cet écart entre une vision sombre de l'histoire du XVIIe siècle et de l'autre côté, l'admiration sans borne que suscitent bien des réalisations de ce temps-là. Je veux donc vous proposer une démarche
qui nous permettent justement de sauver le grand siècle. Et je vais appuyer sur une formule de Chateaubriand. Il évoque une courtisane, Ninon de l'Enclos, dont il déplore la vie très, très libre, et il dit « Mais pourquoi j'en parle ?» Et là, il a une intuition fulgurante, il écrit « Les temps de Louis XIV ne rendent pas innocent ce qui sera éternellement coupable, mais ils agrandissent tout. » Vous voyez, c'est cette formule-là que je vais reprendre, c'est-à-dire que j'interprète la volonté de grandeur comme une réponse aux situations de crise. Au malheur, au désespoir répondent une foi renouvelée, mais aussi de nouvelles curiosités intellectuelles. Voltaire a écrit « La raison humaine, en général, s'est perfectionnée ». La violence de guerre suscite un sursaut fécond et fondateur pour imaginer de nouvelles méthodes de négociation et pour fortifier la paix civile. Les difficultés économiques encouragent les découvertes techniques ou l'exploration de mondes inconnus. Tout se passe comme si les misères de l'homme devaient ainsi se transcender dans une quête de la grandeur. Il y aurait donc, à mes yeux, une mobilisation politique, intellectuelle et morale, et cette mobilisation a aussi recours aux arts dans toutes leurs dimensions. Les arts des artisans, mais aussi les arts des artistes. Et les créations artistiques servent à faire connaître les belles réalisations de ce temps-là, à soutenir et à magnifier les grandes entreprises, à accompagner l'histoire de ce siècle. La troisième idée, cela implique que souvent on se confie à la puissance publique, et en France en particulier. L'État intervient largement dans la mesure de ses moyens qui sont encore très, très limités. Donc, vous le voyez, mobilisation générale, collective, recours aux arts, à la volonté de bien faire ce que l'on fait, et espoir dans l'État, dans la puissance publique. Je suivrai sur ces sujets-là plusieurs pistes, la science, la religion, la charité, la guerre, la création artistique, pour aborder finalement deux réalités qui rassemblent comme en faisceau toute cette expérience, la cour du roi Louis XIV et son palais de Versailles. À mes yeux, le grand siècle offre une nouvelle vision du monde. Elle s'impose, ne serait-ce que parce que l'on considère désormais que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a bien un procès contre Galilée, mais ce procès ne peut empêcher le progrès dans la connaissance. Penser l'infini conduit sans doute à réduire la place de l'homme dans la création, mais implique aussi un nouveau courage pour accepter sa propre finitude. Pascal n'a-t-il pas écrit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». L'historien Pierre Chaunu, dans son admirable « Civilisation de l'Europe moderne », voyait là une mutation essentielle pour l'esprit humain à travers la mathématisation du monde. L'apport de l'Europe se trouve là, dans un pari intellectuel qui fonde la science, qui la débarrasse des obstacles qui la bridaient. Cela suppose, je cite Pierre Chaunu, une double mise entre parenthèses de la politique et de la religion. Lui-même voyait les grandes figures, Galilée, Kepler, Descartes, Leibniz, Newton, comme les constructeurs du monde moderne. Jean-Robert Armogat, qui interviendra dans ce cycle de conférences, vous montrera comment les églises ont réagi face au progrès de la science. Cela suppose des instruments nouveaux, et c'est là où on arrive aux arts, sous toutes leurs formes. D'abord la lunette astronomique pour l'infiniment grand et le microscope pour l'infiniment petit. Pierre Chaunu parlait de multiplicateur des sciences. Charles Perrault, dans sa célébration de Louis le Grand, écrit, je le cite, « Ô ciel, depuis le jour qu'un art incomparable trouva l'heureux secret de ce vers admirable, par qui rien sur la terre et dans le haut des cieux,
quelque éloigné qu'il soit, n'est trop loin de nos yeux. De quel nombre d'objets d'une grandeur immense s'est accrue en nos jours l'humaine connaissance. Et vous voyez ici, dans cette visite de Louis XIV à l'Observatoire de Paris en 1682, vous voyez justement tous ces instruments nouveaux qui sont rassemblés comme pour montrer le progrès de la science. Et vous voyez, l'abbé Picard écrit, on peut dire que l'astronomie a pour objet ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, et Sa Majesté a bien voulu faire voir le soin particulier qu'elle prend pour l'avancement de cette noble science en faisant bâtir un observatoire qui, parmi les arcs de triomphe et les trophées, demeurera comme une marque éternelle du règne heureux de Louis le Grand. Vous voyez comment toujours ces notions de grandeur circulent dans le discours d'un très grand savant. Jean Picard est un très grand savant. Je pense aussi qu'au XVIIe siècle, les Européens ont commencé à penser qu'ils pouvaient faire aussi bien que les anciens Romains, alors que jusqu'alors, ils considéraient l'ancienne Rome comme un inégalable âge d'or. Par exemple, ils se pensaient incapables de construire un édifice comparable au Pont du Gard. Ils se pensaient incapables de fondre une statue comme celle de Marc Aurèle à Rome. Ce sont autant de défis techniques qu'ils apprennent à relever et qui seront relevés au XVIIe siècle. De même, les hommes du XVIIe siècle apprennent à mieux connaître la géographie du monde, grâce à l'astronomie d'ailleurs. Et en particulier, la carte de la France se métamorphose. Au début du XVIIe siècle, c'est une sorte d'amas assez informe. À la fin du siècle, nous avons à peu près la représentation de la France telle que nous la voyons aujourd'hui. L'État royal et le roi s'intéressent au progrès des sciences et attirent en France des savants étrangers. Colbert crée en 1666 l'Académie des sciences sur le modèle de la Royal Society anglaise. Et vous voyez, c'est pour souligner aussi que la France n'est pas forcément à la pointe du progrès. Il y a des imitations permanentes, des passages de pays en pays. Et c'est un véritable centre de la recherche scientifique qui s'établit avec 10 membres honoraires, 20 pensionnaires, 20 associés, 20 élèves. L'Académie offre des locaux également adaptés au travail des savants, qui reçoivent aussi des pensions. Dès 1667 sort le bâtiment de l'Observatoire, que vous voyez ici, et dont nous avons vu que l'abbé Picard parlait tout à l'heure. Ainsi, on peut dire que la monarchie développe sur une grande échelle ce qui a été jusqu'alors l'objet de travaux individuels. De même, Louis XIV et son gouvernement font moderniser le jardin royal des plantes rares, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le muséum. Et ce sont les médecins du roi qui dirigent cet établissement d'histoire naturelle. Le journal des savants diffuse des découvertes et il faut publier les résultats scientifiques. Donc vous le voyez, un changement important. Néanmoins, les historiens des sciences apportent des bémols, des nuances. Pour eux, il n'y a pas eu, par exemple, de révolution scientifique, comme on l'a dit trop longtemps, mais plutôt une évolution lente au XVIIe siècle. Les grandes figures, deuxième remarque, les grandes figures de la science ne doivent pas faire oublier que les progrès sont le fruit d'un tenace travail collectif. Enfin, les progrès de la méthode scientifique n'empêchent pas du tout les quêtes un peu mystérieuses. Le jeune Descartes s'intéresse beaucoup à ce mouvement de la Rose-Croix, dont on ne sait pas si c'est un canular d'étudiants ou une réalité, un véritable mouvement. Et dans un texte de sa jeunesse, il affirme d'ailleurs « Larvatus prodeo, j'avance masqué ». Newton s'est intéressé à son côté à des savoirs mystérieux. Et longtemps, les historiens ont voulu gommer son goût pour tous les savoirs un peu occultes. Si la science connaît un changement, une évolution, la religion tient également une place éminente au grand siècle. Et je me tourne de nouveau vers Chateaubriand, dans son Génie du christianisme, où il évoque ces écrivains du siècle de Louis XIV qui ne s'élevèrent toutefois à une si haute perfection que parce qu'ils furent religieux. La réponse aux inquiétudes est en effet religieuse, la foi s'associant à l'espérance,
l'espérance d'un au-delà lumineux. En Occident, la spiritualité s'est transformée à travers la réforme dite protestante, puis à travers la contre-réforme ou réforme catholique. Pour montrer le rayonnement de la foi catholique dans la France du XVIIe siècle, il suffit de rappeler que les historiens y ont vu le siècle des saints français. 22 Français nés au XVIIe siècle ont été canonisés par l'Église. On peut aussi leur associer des grandes figures qui ont marqué à la fois la théologie, la spiritualité, les lettres, Blaise Pascal, Bossuet, Fénelon et bien d'autres. Il y a aussi, dans le catholicisme, c'est toujours, vous voyez, dans mon raisonnement la deuxième temps, il y a une association renouvelée entre l'art et la religion. L'Église catholique cherche à séduire les chrétiens par le faste de ses cérémonies. Et ça, c'est la différence du catholicisme d'avec le protestantisme, parmi d'autres. Il faut donc des cadres architecturaux nouveaux, et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'art baroque. L'architecture, la sculpture évoquent le mouvement, l'élan vers Dieu. La ligne courbe l'emporte sur les formes rectilignes, volutes pour orner les façades, colonnes torses pour encadrer les autels. Cet art baroque inspire aussi bien les grands monuments parisiens, ici c'est le baldaquin de l'église du Val-de-Grâce avec les très belles statues d'Anguier, et ici le retable de l'église de Comana dans le Finistère. L'idée, c'est que la beauté doit encourager le chrétien à mener une vie digne qui le conduira au salut éternel. La peinture religieuse tient au XVIIe siècle une place essentielle. La création artistique insiste bien sûr sur la figure du Christ, et un Christ souffrant, la figure de la Vierge, qui elle-même souffre la mort de son fils, mais aussi la figure de saints. Et j'ai pris l'exemple d'une exposition qui a lieu actuellement à Aix-en-Provence, et d'un peintre que je ne connaissais pas bien, Jean d'Arrey. Et vous le voyez, on a privilégié la figure de Saint Joseph, par exemple, dans cet admirable tableau, ou bien la déploration de la Vierge sur le corps du Christ. Pierre Rosimbert, dans notre cycle de conférences, reviendra sur l'œuvre d'un géant du XVIIe siècle, Nicolas Poussin. Deux traits frappent dans les sanctuaires nouveaux, la façade monumentale, avec des colonnes et des frontons qui suit le modèle romain, et le choix du dôme, toujours inspiré des monuments de Rome. Les hommes de gouvernement suivent ce mouvement, et ils ont des moyens très importants, et vous voyez trois des grandes réalisations de ce temps-là. Richelieu est proviseur de Sorbonne, il fait édifier la chapelle de la Sorbonne, et vous retrouvez le fronton, les colonnes, le fronton, et bien sûr la coupole. Anne d'Autriche favorise l'abbaye du Val-de-Grâce, elle veut imiter l'Espagne, en faire à la fois un monastère, un palais royal et une nécropole, et Mazarin crée un collège dit des Quatre Nations, et vous le reconnaissez bien sûr, c'est notre Institut de France. Et vous le voyez, après le Premier ministre, après la reine-mère, après le cardinal Premier ministre, eh bien c'est le roi qui ensuite, Louis XIV, reprend l'initiative et se fait le protecteur de tous les arts. J'y reviendrai. De façon plus subtile, j'ai voulu prendre en détail comment l'art a voulu représenter l'extase mystique. Et voici deux exemples très différents, et vous voyez quels sont les contrastes des sensibilités. D'un côté, Simon Vouet représente le ravissement de la Madeleine. Et vous voyez, Sainte-Madeleine est assez découverte. Au contraire, ici, c'est Philippe de Champaigne qui célèbre la guérison de sa fille, Catherine de Sainte-Suzanne, qui est religieuse à Port-Royal. Et vous le voyez, il la montre simplement les jambes allongées, et près d'elle, la mère Catherine Agnès Arnaud. Selon l'historien Bernard Dorival, le peintre ne montre pas le miracle, ne montre pas une extase, mais simplement le moment où les deux moniales en prière savent que Dieu va exaucer leur supplique. Et vous le voyez, le peintre rappelle ce miracle ici sous forme d'une plaque
qui raconte ce miracle. En même temps, vous le voyez, ça c'est l'aspect d'épanouissement, il faut là encore apporter des nuances. Je vous parle aussi de la vision sombre. Si le christianisme inspire profondément la création artistique et littéraire, il n'en exerce pas moins une domination lourde de conséquences. Le XVIIe siècle, c'est aussi la chasse aux sorcières et aux sorciers. Le curé Urbain Grandier, accusé par les Ursulines de Loudun, meurt sur le bûcher en 1634. La guerre de 30 ans, qui ravage l'Europe de 1618 à 1648, trouve aussi ses origines dans l'affrontement entre catholiques et protestants. En France, Louis XIV relance la persécution des protestants. Il décide même en 1685 la révocation de l'édit de Nantes qui permettait une certaine coexistence. Il harcèle aussi les jansénistes, qui eux sont de bons catholiques, mais des catholiques rigoristes. Et vous le voyez, Philippe de Champaigne donne une vision rigoureuse, rigoriste de la religion. Et il harcèle leur foyer spirituel, l'abbaye de Port-Royal. Et toutes les églises en Europe, malgré leurs différences, condamnent tous ceux qui expriment des doutes en matière de religion ou qui se moquent de la morale commune. Ils sont qualifiés de libertins et ce libertinage renvoie à toutes les formes d'athéisme, d'agnosticisme, d'indifférence religieuse et les libertins font l'objet d'une répression méthodique. Alors bien sûr, quand on est le prince de Condé, on échappe aux poursuites. Mais quand on est le poète Théophile de Viau, eh bien, on est condamné. C'est aussi un grand siècle de la charité chrétienne. La morale chrétienne intègre l'idée de la misère de l'homme. Finalement, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ces crises suscitent l'idée que l'homme est misérable, mais avec l'idée que de cette misère peut surgir la plus grande force de l'homme. Bossuet a ainsi commenté une phrase de saint Paul, « Cum enim infirmor, tunc potens sum » « Lorsque je me sens faible, c'est alors que je suis puissant ». Les hommes et les femmes du XVIIe siècle ont la conviction qu'en s'humiliant, ils trouveront en Dieu, donc en eux-mêmes, ce que Bossuet désigne comme une puissance surnaturelle. Et le signe de leur élection, c'est qu'ils sont capables d'aller au secours des pauvres et des malheureux. Le christianisme cherche à prendre en charge les misères humaines et c'est une réponse à la crise. Saint Vincent de Paul est une des grandes figures de ce temps-là. Il est très proche de la famille de Louis XIV. Au temps de la jeunesse de ce roi, un édit royal interdit la mendicité et c'est cet édit en avril 1656 qui crée l'hôpital général et les pauvres doivent désormais vivre enfermés à l'hôpital et y travailler. En 1657, les directeurs généraux de cet hôpital ont une audience au Louvre du jeune roi et le jeune roi à qui l'on a dû faire la leçon leur dit « Oui, messieurs, je le veux entretenir, cet hôpital, c'est le plus bel établissement du monde. » Anne d'Autriche, sa mère, elle laisse voir un peu le bout de l'oreille et elle ajoute « Je suis bien contente de ne plus voir de mendiants. Vous y avez apporté bon ordre, continuez. » Et l'hôpital a droit à des bâtiments splendides. Il s'installe dans les bâtiments rénovés qui étaient destinés auparavant à la fabrication de salpêtre. Vous connaissez tous cet hôpital, c'est la salpêtrière. Mais là encore, il faut apporter une nuance, celle que le philosophe Michel Foucault a développée en parlant du grand renfermement des pauvres. On les cache de la vue des plus riches. Michel Foucault a vu là l'alliance naturelle de la monarchie et de ce qui est pour lui la bourgeoisie pour cacher la misère et contrôler les miséreux. Et il est vrai qu'avec le temps, l'institution prend un caractère plus répressif et moins dévot. On enferme les fous, mais aussi les prostituées. Bien sûr, l'interprétation du philosophe jette un soupçon sur ces projets. Mais néanmoins, vous le voyez, les réalisations sont indéniables et leurs souvenirs restent très vivaces, ne serait-ce que dans notre paysage
parisien. La grandeur se confond aussi et surtout avec la valeur et la gloire militaire. Si nous avons évoqué un siècle d'or, le XVIIe siècle fut aussi un siècle de fer, en raison de l'omniprésence de la guerre, et cette omniprésence a forgé l'esprit du temps. Toujours aux yeux de Charles Perrault, l'art de la guerre a progressé. Alors, en quel temps sut-on mieux le dur métier de Mars, a-t-il écrit. Alors pour nous, on pourrait peut-être considérer que ce n'est pas un progrès, que c'est une calamité, mais les contemporains ont bien intégré cette idée d'un progrès de l'art de la guerre. Les armes à feu, canons, fusils ont métamorphosé les pratiques militaires. Il a fallu inculquer aux soldats une rude discipline afin de leur imposer de savantes manœuvres pendant les batailles. Il a fallu organiser des armées de plus en plus importantes. Il a fallu transformer les fortifications pour résister aux bombardements. La personnalité de Vauban résume l'ambition de ce temps, car cet ingénieur a transformé de très nombreuses villes, de très nombreuses citadelles, en a créé de nouvelles. Et son œuvre reste très vivante, ne serait-ce que par la beauté de ses bâtiments. Ce sont des entreprises considérables qui ont demandé des moyens immenses, des maçons, des fabricants de briques, des architectes, des spécialistes des munitions. Et vous le voyez, ces réalisations continuent à nous impressionner puisque ces fortifications ont été classées sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Je vous ai montré ici un de ces plans de ville idéale, à Neuf-Brisach, qui résume en quelque sorte l'art de la fortification au XVIIe siècle, la tour de Camaret dans le Finistère et Montlouis dans les Pyrénées orientales. La beauté accompagne d'autres réalisations. Voici Seignolet, le fils de Colbert, qui visite l'arsenal de Marseille. Et vous voyez, couverte d'or, la galère que l'on est en train d'achever devant le fils du ministre. D'ailleurs, ce sera un inconvénient. On les a tellement dorées qu'elles se font repérer sur mer, hein, et que ce n'est pas une très bonne chose lors des circulations sur les mers européennes. De même, on a l'idée de secourir les invalides. Il y a au XVIIe siècle l'idée de s'occuper de ceux qui ont perdu un bras, une jambe. Et c'est vrai dans la marine, c'est vrai aussi pour les soldats. Et c'est une des plus belles réalisations du temps de Louis XIV. Hein. Les invalides, à la fois l'hôpital qui est derrière, qui est aussi une caserne, qui est un monastère. On les enferme aussi, en quelque sorte, ces invalides. Et puis cette église qui répond finalement à tous les critères esthétiques de l'art qui est devenu l'art classique. Et en même temps, vous voyez, cette présence de la guerre a suscité des remèdes. L'idée s'impose que la guerre ne doit pas toucher les populations civiles. C'est une affaire de professionnels. Et cela est systématisé dans l'œuvre d'Hugo de Groot, hein, Grotius, qui a vécu en France une partie de sa vie, et qui publie en France cette œuvre qui est un peu le fondement du droit international, le De Iure Belli ac Pacis, du droit de la guerre et de la paix. En même temps, l'idée s'impose qu'après les guerres, il faut recomposer l'Europe, la carte géopolitique, et qu'il faut des congrès, des grandes réunions diplomatiques, et la plus spectaculaire, qui lance finalement la série, ce sont les réunions de Westphalie, de Münster et d'Osnabrück, des réunions qui aboutissent à des traités en 1648, qui ont paru si importants pour les politiciens qu'aujourd'hui encore, on parle de modèle westphalien, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine idée de l'organisation internationale qui se dégage au XVIIe siècle. Mais en même temps, vous le voyez, cette guerre, eh bien, c'est la guerre qui permet de se distinguer. Le métier des armes, c'est ce qui apporte la reconnaissance sociale, les plus grandes récompenses. Les grands hommes sont d'abord ceux qui ont su se distinguer par des exploits à la guerre, puis bien sûr par la victoire. Même pour le simple fantassin, il faut un certain stoïcisme
L'arme à feu, qui est portable, permet de tuer au loin, mais il faut être aussi capable de recharger son arme sans trembler au milieu du feu et de la fumée. La gloire aussi auréole les généraux qui parviennent à commander ces immenses armées de plus en plus importantes. En 1643, alors qu'il n'a que 22 ans, le cousin Louis XIV, Louis de Condé, passe outre l'avis des vieux maréchaux qui lui demandent la prudence. Il imagine une manœuvre très spectaculaire et il remporte une éclatante victoire contre l'immense armée espagnole qui commençait à envahir le nord de la France. La victoire de Rocroi, c'est finalement la première fois que la France est victorieuse face à la puissante monarchie espagnole. Il devient le grand Condé, Monsieur le héros, et vous voyez, il y a cette idée d'héroïsme à la guerre, qui est aussi une forme de dépassement de soi. De plus en plus, d'ailleurs, cet héroïsme doit être réservé au service du roi. Il faut verser le sang pour la patrie. Et vous voyez cette conviction de plus en plus grande. Condé, qui trouve qu'il n'est pas assez récompensé, passe aux Espagnols. Il faudra des années pour qu'il soit pardonné et que Louis XIV lui redonne un commandement. Et là, il sera de nouveau victorieux. Vous voyez, ça, c'est une tâche très, très forte sur la réputation de Condé. Donc, on ne peut être un héros qu'au service d'un roi légitime. Et finalement, la gloire est réservée au roi. Et vous le voyez, toutes ces représentations, innombrables représentations de Louis XIV, roi guerrier, roi de gloire. Je vous signale qu'ici, on ne le voit pas, dans ce tableau de Wass, il porte des diamants partout. Tous les diamants que possède la monarchie, on en a décoré sa selle, son habit. Vous voyez, une sorte de divinisation finalement du roi. Et dans Versailles, le salon de la guerre raconte cela. Vous le voyez, il y a le roi qui est victorieux, qui écrase ses ennemis, et l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Eh bien, c'est l'histoire des victoires. Elle écrit les succès du roi. Et de façon étonnante, et on la peut souligner, me semble-t-il, c'est qu'il y a un véritable patriotisme populaire. C'est un moine défroqué qui vit en Hollande, parce qu'il est devenu protestant, qui se moque du patriotisme des paysans français. Je le cite, « Le peuple français a-t-il sujet de se plaindre? Entendez-moi un paysan français qui peut à peine fournir à payer l'impôt, raisonner à sa manière rustique sur une pinte de vin des conquêtes et des victoires du roi, ce manant triomphe. » Et en même temps, un peu de mépris social. Le manant partage cette sorte de fierté, d'orgueil de la nation. La guerre du XVIIe siècle suppose de grandes ressources financières, ce qui conduit à une transformation de l'État moderne qui doit financer ces combats. Les impôts ont connu une hausse continue, forte, dans la plupart des pays européens. L'administration s'est étoffée pour contrôler cette perception. Et les gouvernements ont eu un don remarquable pour inventer de nouvelles taxes. À la fin du règne de Louis XIV, on a essayé une taxe sur les perruques. Le problème, c'était de savoir à quel moment les taxer. Et comme on les passait souvent dans le four du boulanger, on avait dit, tiens, on pourrait là taxer la perruque. Vous voyez, donc on a eu beaucoup d'inventions. Le résultat, c'est que tout le siècle a connu en France des révoltes populaires violemment réprimées. Yves-Marie Bercé reviendra dans une conférence prochaine sur cette perpétuelle oscillation entre ordre et désordre qui marque le XVIIe siècle. En gros, la France a surmonté ces vagues de révolte. Elle aurait pu sombrer. Et elle n'a pas connu de véritable révolution. La monarchie s'est sauvée, elle s'est même plutôt renforcée. Le roi d'Angleterre, lui, vous le savez, a été décapité en 1649. En tout cas, la guerre, si elle est victorieuse, aboutit à des résultats bien tangibles. L'extension du territoire, avec l'idée que les nouveaux sujets doivent à leur tour participer à l'effort collectif.
N'imaginez pas que les Lillois ont été contents de devenir français. Pour eux, devenir français, c'est payer plus d'impôts et avoir un souverain très proche, il habite Paris, alors que leur précédent souverain, le roi d'Espagne, habitait Madrid, ce qui est beaucoup plus loin. Donc vous voyez, il y a eu une transformation, une France nouvelle. Pensez que la France connaît désormais Arras, Perpignan, Lille, Besançon, Strasbourg. C'est une mutation importante. Et cette mobilisation, cette capacité de l'État moderne à financer des armées de plus en plus importantes, peut-être 400 000 hommes à la fin du règne de Louis XIV pour la France, s'accompagne de l'idée qu'une habile propagande doit convaincre l'opinion publique. Le roi et son gouvernement doivent disposer de la meilleure information possible. Ils ont aussi le souci de diffuser une information, mais une information qui leur soit favorable, à travers des périodiques qui commencent à se développer. C'est ainsi que Richelieu a encouragé Théophraste Renaudot, un médecin, à publier, à partir de 1631, la Gazette, c'est le nom d'une petite monnaie vénitienne. Dans une conférence bientôt, François d'Orcival, lui-même grand journaliste, nous racontera cette naissance du journalisme. C'est aussi une invention du XVIIe siècle, un phénomène français, mais surtout européen, avec de grandes différences. En Angleterre, on peut dire qu'à la fin du XVIIe siècle, il y a une certaine liberté de la presse. En France, la monarchie surveille la production de tous les imprimés jusqu'en 1789. En même temps, vous le voyez, la progression de la fiscalité donne au pouvoir royal des moyens nouveaux. Bien sûr, la plus grande partie est destinée à la guerre, mais une part non négligeable sert à financer des bâtiments destinés à montrer la grandeur de ceux qui les ont commandés. Anne d'Autriche savait obtenir de Fouquet beaucoup d'argent pour le Val-de-Grâce. Quand Louis XIV a voulu condamner Fouquet, Anne d'Autriche a voulu le défendre en lui disant « il a bien servi, il vous a bien servi ». Et Louis XIV lui a fait remarquer qu'il lui avait surtout servi à financer son Val-de-Grâce. La défense s'est arrêtée là. Donc vous voyez, il y a cette idée qu'il y a un certain pourcentage que l'on garde pour soi et pour ses bâtiments. Louis XIV a retenu la leçon. Ce n'est pas la plus grande part, mais c'est une part considérable de des revenus de chaque année. Alors, cette propagande passe aussi, vous le voyez, par des entreprises, alors deux spectaculaires qui ont marqué l'espace parisien. La place des Victoires, alors cette statue a disparu, elle était faite par Desjardins, et la Victoire couronnait Louis XIV. Simplement, le roi avait mis des esclaves à ses pieds, enchaînés. Ça a fait une crise internationale, parce que tout le monde a bien pensé que c'était les rois européens qui étaient représentés là. Et les ambassadeurs ont pris des croquis pour les envoyer, pour montrer ce qu'il y avait d'injurieux dans cette statue. Ici, c'est la place Louis-le-Grand, la place Vendôme actuelle, une statue, vous voyez, une statue équestre. On sait faire une statue équestre désormais. Et ça, ce n'était pas donné d'avance. Ce qui a choqué, c'est que la municipalité a fait une cérémonie qui ressemblait étrangement aux cérémonies romaines lorsque les empereurs étaient divinisés. Et là, vous voyez, on a dit, mais ça, c'est pas possible. Même un prêtre a dit aux frères du roi, la foudre va nous tomber dessus. Le roi ne peut pas devenir un dieu. Et vous le voyez, cette célébration de la personne royale, ce n'était pas Louis XIV en lui-même, vous voyez, c'est le système qui se célèbre lui-même, a suscité des critiques cachées en France, publiques à l'étranger, et on trouve leur expression, par exemple, chez le duc de Saint-Simon, mais qui écrit, vous voyez, chez lui, dans son cabinet, et ces mémoires ne seront jamais publiées de son vivant, donc il se permet ce qui ne se serait pas permis à la cour. Il a écrit « Ce n'est point trop dire,
que sans la crainte du diable, que Dieu lui laissa jusque dans ses plus grands désordres, il, c'est-à-dire Louis XIV, se serait fait adorer et aurait trouvé des adorateurs. Et c'est le droit qui devient un dieu. Cette idée de grandeur, elle irrigue également toute la création littéraire. C'est dans l'air du temps, et il y a bien sûr le théâtre de Corneille qui met en scène d'admirable courage, des âmes d'exception, en particulier avec le Cid dès 1637 qui fait s'affronter l'amour et l'honneur. Voltaire a raconté une petite historiette. J'ai connu un ancien domestique de la maison de Condé qui disait que le grand Condé, celui dont je vous ai parlé, à l'âge de 20 ans, étant à la première représentation de Cinna de Corneille, versa des larmes à ces paroles d'Auguste « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être ». Voltaire continue « C'était là des larmes de héros. Le grand Corneille faisant pleurer le grand Condé d'admiration est une époque bien célèbre dans l'histoire de l'esprit humain. » Vous le savez, Richelieu, très tôt, a pensé que la littérature pouvait être utile. Il a favorisé la naissance de l'Académie française et cette académie a été placée ensuite sous la protection du chancelier, le chancelier Séguier. Et en 1672, à la mort du chancelier, les académiciens, qui étaient toujours 40, ont demandé à Louis XIV de reprendre lui-même la fonction de protecteur. Il accepte. Vous le savez, le président de la République est toujours le protecteur de nos institutions. Et même, comme il avait son secrétaire parmi les membres de l'Académie, il a fait de cette compagnie un des grands corps de l'État qui avait mission de le haranguer lors des cérémonies solennelles. Pascal Horry reviendra sur cette grande institution lors d'une conférence ici même. De façon plus étonnante, dans la comédie même, Molière a trouvé une vocation sociale. Il écrit dans un placet à Louis XIV, « Sire, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'aurais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. » Donc vous le voyez, même la comédie doit aider à renforcer la morale publique. Pierre Brunel nous montrera bientôt comment Molière, justement, a trouvé dans la figure de Don Juan le thème d'une méditation universelle. Il y a eu certainement, au temps de la jeunesse de Louis XIV, une émulation, marquée parfois par des querelles violentes, mais une émulation qui a conduit les écrivains, les dramaturges en particulier, à se surpasser, à se dépasser. La période est marquée par une incontestable fertilité, avec des écrivains d'âges très différents. Il y a des auteurs âgés, comme Corneille, il y a des vocations assez tardives, comme La Fontaine et Molière, il y a de jeunes ambitieux, comme Boileau et Racine. Pourtant, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'école, pas de doctrine, pas de dictature des lettres. Simplement, tous ces écrivains travaillent avec ardeur pour plaire et instruire à la fois. Plaire et instruire. Et ils rencontrent un public. Et ça, c'est essentiel. Ils travaillent pour un public. Et comme par hasard, le premier dans ce public, c'est Louis XIV, qui a été l'ami de Molière, qui l'a soutenu, qui a eu Racine comme lecteur. Il lui a donné une fonction officielle. Il a fait même de Racine et de Boileau ses historiographes. Ils l'ont accompagné lors d'une campagne militaire. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Donc vous voyez, il y a l'idée que le prince lui-même est le premier à s'intéresser, à assister même aux comédies ou aux tragédies. Alors il y a bien d'autres champs qui ont été l'objet de l'attention de l'État. Par exemple, l'Académie royale des inscriptions, qui existe toujours. C'est aujourd'hui les inscriptions et belles-lettres. C'est pour plutôt les érudits et les historiens. Et des institutions nombreuses sont venues accompagner les artistes, les soutenir, les contrôler aussi. Il y a toujours cette triple fonction. Encourager et soutenir, administrer et payer, et contrôler et surveiller.
Il y a l'Académie royale de peinture et de sculpture, elle existait dès 1648, mais en 1663, Colbert décide que tous les artistes liés à la cour devront en faire partie. L'Académie doit former des élèves qui passent par une série d'apprentissages et ils postulent pour des prix. À Rome, on crée l'Académie de France qui complète le dispositif. De jeunes créateurs se forment en copiant scrupuleusement les chefs-d'œuvre de l'Antiquité, puisque le souverain pontife interdit désormais l'exportation. Il y a une académie d'architecture créée en 1671 qui doit jouer le rôle de conseil et d'expertise auprès de l'administration des bâtiments, qui doit définir les règles du bon goût et puis former les jeunes architectes. Puis il y a un domaine essentiel, celui de la musique. Louis XIV aime la musique, a vécu en musique, protège les musiciens, et il y a cette rencontre avec un musicien florentin d'origine modeste, Lully, qui devient le directeur de l'Académie royale de musique et surintendant de la musique du roi. Il crée la première tragédie lyrique, Cadmus et Hermione. Jérôme de la Gorce a dit que c'était la forme d'opéra français la plus originale et la plus achevée. Désormais, chaque année, en collaborant avec Quinault pour le livret, Lully prépare un opéra. Il réunit les meilleurs artistes pour la mise en scène de ses œuvres. Et vous voyez une idée de cette mise en scène dans le frontispice de l'édition 1711 de Thésée. Mise en scène. Il fait appel à des chœurs, à un orchestre important, à des solistes nombreux. Donc il fait évoluer l'opéra, qui était un genre italien. Le roi contribue à financer ces opéras. L'opéra commence par un prologue qui célèbre les hauts faits militaires du monarque et qui évoque souvent l'actualité. Et surtout, l'opéra a le mérite de mobiliser tous les arts autour de la musique et de la danse, la peinture pour les décors, l'art du vêtement pour les costumes, la poésie pour les livrets, la mécanique pour les machineries. Il y a bien l'idée d'une réunion des arts, ou peut-être d'un art total qui puisse à la fois toucher la sensibilité et l'intelligence. Cet art a aussi l'avantage d'être moderne. Il n'existait pas dans l'Antiquité. Et vous voyez, c'est ce clivage que je vous notais tout à l'heure. On fait mieux que les anciens. Les modernes ont dépassé le modèle insurpassable. Une académie royale de danse naît aussi en 1662. Et ce grand siècle a laissé un précieux héritage, et notre secrétaire perpétuel l'a rappelé il y a quelques jours lors d'une visite à l'opéra. Eh bien, on associe la danse et l'opéra, on donne une place aux femmes, on prépare la retraite des artistes. Et vous voyez, c'est un acquis qui ne sera ensuite jamais remis en cause. Alors ce souci de grandeur, d'excellence, trouve un aboutissement avec le règne personnel de Louis XIV. Là encore, il ne s'agit pas de dire que ça a été parfait, que ça a été merveilleux, que ça a été bon, que ça a été admirable. Simplement, ça a été grand. Il y a eu une volonté de donner une grandeur très singulière, d'agrandir les choses. Et c'est le développement près du roi lui-même d'une société étrange, qui est la cour, et pour cette cour, d'un cadre étonnant, qui est le château de Versailles. Et le résultat, c'est que cette cour de France devient l'objet de la curiosité de nombre de voyageurs et de princes européens. Et j'ai étudié le voyage de beaucoup de ces princes qui viennent incognito pour voir ce que c'est que cette cour de France. Alors on ne leur donne pas, on ne fait pas de grandes cérémonies, mais ils participent à la vie de la cour, et vous voyez, pour certains, ils vont essayer d'imiter cela à Dresde, à Vienne, ou dans bien des cours européennes. Donc ma première question, c'est de savoir si, dans ce grand siècle, la cour a été un modèle social. Alors il faut bien dire qu'après la chute de la monarchie en France, la cour est apparue comme un monde bizarre, détestable. Il y avait l'inégalité sociale qui débouchait sur de ridicules questions de rang.
On reprochait à l'État d'entretenir avec beaucoup d'argent l'oisiveté stérile d'une élite riche. On considérait que la cour, c'était le lieu même des intrigues politiques. La cour, on peut la définir comme l'ensemble des hommes et des femmes qui servent la famille royale et plus largement tous ceux qui participent à la vie quotidienne de cette famille. L'étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce petit monde suscite un grand intérêt. Vous l'avez vu à travers les films qui sont innombrables, sur Versailles, sur la cour, les émissions de télévision, à la fois des enquêtes, des reconstitutions. Il y a des grands projets scientifiques. Les historiens étudient par le menu cette formation sociale. Et pour la littérature, ce modèle de la cour de Louis XIV a eu aussi la chance d'avoir un témoin, le duc de Saint-Simon, qui, dans son cabinet, a rédigé ces immenses mémoires impressionnants où il décortique jusqu'au moindre détail la vie de ses semblables. Il est duc et père, ce n'est pas rien. Sa femme est dame d'honneur de la duchesse de Berry, petite fille de Louis XIV. Ils sont aux premières loges. Et il va cracher son encre contre cette institution sur laquelle il a donné un témoignage irremplaçable. Mais il y a aussi d'innombrables témoignages. Toutes les archives européennes ont des rapports permanents sur la cour de France. On pourrait publier des livres et des livres sur ces journaux que les diplomates envoyaient dans leur cour pour dire ce que faisait le roi Louis XIV. Les historiens ont néanmoins mis, là encore, un bémol en disant que la cour de France est un monde unique et singulier, sans doute, mais les cours existaient partout. Et l'historien britannique John Adamson a montré quel était finalement ce modèle, cette convergence, une sorte de standardisation d'une cour royale. Pour lui, il faut qu'il y ait une résidence magnifique dans laquelle on marque bien le rang de chacun. Il faut des départements qui correspondent aux activités quotidiennes du monarque. La bouche, la nourriture, la chambre, qui est très importante, les cérémonies, les divertissements, la chasse, et pour chacun de ces départements, chacune de ces administrations, il y a un grand dignitaire qui est généralement un très grand seigneur. Il ne fait pas le détail du travail, mais il supervise. Il faut un cérémonial clair qui donne beaucoup d'importance aux fêtes religieuses, puisque le souverain doit montrer l'exemple de la piété, qu'il soit catholique ou protestant. La résidence royale et la vie de cour est aussi une source de travail, qui donne des tâches à de nombreux artistes et artisans. La cour s'associe souvent à une manufacture d'objets précieux pour fournir le prince. La musique religieuse, mais aussi militaire, musique de chambre, imprègne ce monde, ce qui suppose à demeure des compositeurs et des interprètes. N'oublions pas que Louis XIV a participé parfois à des recrutements de compositeurs ou de chanteurs. Il fait partie lui-même des jurys, en quelque sorte. En tout cas, la cour de Louis XIV, la cour de Versailles, autant Louis XIV, s'impose comme un archétype dans la mémoire universelle. Peut-être simplement parce que Louis XIV lui-même était un acteur. Il avait joué, il avait dansé, il aimait le théâtre. Il avait finalement la sensation d'être sur un théâtre singulier, et on peut dire que jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ses derniers moments, il a joué son rôle. Il a pris la parole, vous savez, il parlait bien, même à son petit-fils, à son arrière-petit-fils. Il a tenu un discours, alors qu'il était mourant, qui a étonné tous ceux qui ont assisté à ces scènes qui semblaient presque répétées, en quelque sorte. Ce petit monde, eh bien, a connu une sorte de nouvelle ampleur. Louis XIV voulait une grosse cour près de lui. C'est-à-dire qu'il voulait beaucoup de monde. Avec une idée d'ailleurs, sous la chance que je ne sais pas si c'est très correct de dire ça aujourd'hui, mais son idée c'est d'avoir beaucoup de très jeunes, de très jolies et jeunes femmes. Il aimait beaucoup qu'elles soient présentes autour de lui, avec l'idée qu'elles attiraient aussi après les gentilshommes.
C'est un peu un de ses critères. Lui-même était très sensible à la beauté féminine. Il saluait toutes les femmes, même les servantes. Et il pensait que c'était important. Hein. Vous voyez, la présence des femmes. La cour, c'est une société féminine. Hein. Alors, il n'y a pas toujours eu de reine, mais c'est une société où les femmes... Finalement, qui s'assoit devant le roi? Pas les hommes, hein, ce sont les duchesses. Il a devant lui essentiellement des femmes, en grande tenue d'ailleurs, hein, en tenue de cour, lorsqu'il mange. Et finalement, il sait, je vois que le temps a beaucoup passé, hein, je suis très bavard, donc vous le voyez, c'est une formation sociale qui réunit des personnels très variés, depuis le grand seigneur jusqu'à l'artisan. Ce que je voudrais dire, c'est que pour le roi, pour les membres de la noblesse, c'est aussi un moyen de poser des candidatures, c'est un accès à la faveur du roi. On connaît les places vacantes. Et le monarque lui-même a la sensation de voir toutes les élites françaises devant lui, qui défilent en quelque sorte, et il peut choisir un ambassadeur, un gouverneur, un de ses familiers. Et à la fin, il a la sensation qu'il a réussi à maintenir finalement ces élites près de lui, que la vie de cour offre des délices. J'en donne un exemple. Un duc italien, un souverain italien, le duc de Mantoue, en 1704, se cherche une femme. On lui a parlé de la duchesse de Lesdiguières, qui est veuve, qui est toute jeune. La jeune duchesse ne veut pas l'épouser, d'abord parce qu'il a la réputation d'avoir une mauvaise santé, et elle pleure. Hein. Elle répond par un torrent de larmes, elle résiste. Saint-Simon écrit « Le roi, flatté peut-être de la préférence que cette jeune duchesse donnait à demeurer sa sujette sur l'état de souveraine, fit son éloge le soir dans son cabinet à sa famille et aux princesses, par lesquelles cela se répandit dans le monde. » Cette préférence, vous voyez, aide Louis XIV à penser qu'il a su créer un cadre, une forme de vie qui serve d'aimant au grand lignage du royaume. Une jeune duchesse ne veut pas être souveraine, elle préfère rester en France, à la cour de France. Et vous le voyez, d'une certaine façon, c'est un paradoxe. Rien n'est plus ennuyeux que cette répétition, jour après jour, des mêmes gestes, des mêmes actes. Et pourtant, la plupart de ces courtisans ou de ces dames de la haute noblesse considèrent qu'ils sont en exil s'ils sont écartés de la cour. Et il y a là un mystère que Saint-Simon a décortiqué, a démontré, a analysé avec beaucoup de talent. Le sociologue Norbert Elias est allé plus loin. Il a pensé que la cour était une formation sociale originale. C'est une population qui se réunit en un lieu unique, assez nombreuse. Elle suppose une distinction, une hiérarchisation précise des individus. Elle favorise une culture nobiliaire singulière. Et cette vie de cour, surtout, suppose un contrôle des affects, selon lui, une maîtrise de soi, une politesse permanente. Pour lui, la cour est devenue un modèle social qui, du monde de la haute aristocratie, de la haute noblesse, serait passé dans la bourgeoisie à travers la maîtrise des passions, des paroles, des attitudes. Et la bourgeoisie, à son tour, aurait servi de modèle dans les sociétés industrielles du XIXe siècle. Pour lui, la cour aurait contribué au processus de civilisation qui marquerait l'histoire de l'Occident. C'est sa thèse de 1933 qui ne sera publiée que beaucoup plus tard. Je vous montre la cour, une image de la cour ici, devant la grotte de Thétis. On dit que la dame qui est ici, avec une robe blanche et le petit serviteur noir, serait Madame de Montespan, et derrière, portant un enfant, ce serait Madame de Maintenon. Donc vous voyez les maîtresses et l'épouses de Louis XIV. Voici une journée d'appartement, vous voyez des jours où il y avait des activités particulières, en particulier le billard. Louis XIV était un très bon joueur de billard, et puis ce qui se passe dans d'autres appartements. Donc cette théorie de Norbert Elias a été discutée. Marc Fumaroli a écrit un livre où il montrait combien La Fontaine, finalement, incarnait une réticence face à ce modèle créé par Louis XIV. Et certains ont dit qu'à la fin du règne, finalement, Versailles et la cour n'étaient plus du tout un lieu de création ou de novation artistique.
Néanmoins, vous le voyez, la cour de France a engendré une vie unique, singulière, inimitable. En même temps, elle tente à montrer qu'elle rassemble ce qu'il y a de plus raffiné en matière de goût, d'esprit, de comportement. Et c'est vrai en particulier dans le domaine des apparences. Vêtements, bijoux, carrosses, on se ruine en vivant à la cour. Mais aussi dans la sphère de la sociabilité, certains jeux, l'art de la conversation, la danse, l'art de la musique. Jean-Robert Pitt, dans notre cycle de conférences, reviendra sur la naissance de la haute gastronomie au XVIIe siècle. Ainsi, vous le voyez, comme le disait Chateaubriand, la cour ne regroupe ni ce qu'il y a de meilleur, ni ce qu'il y a de plus honnête, mais regroupe ce que la société juge le plus parfait, le plus abouti. Et pour cela, Louis XIV a créé un cadre, et je terminerai par là, et je suis désolé, laissez-moi encore 5 minutes. C'est une ambition que Colbert a définie dès 1665, avec beaucoup de réticence, parce que c'est lui qui paye. Votre Majesté sait qu'au défaut des actions éclatantes de la guerre, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute la postérité les mesure à l'aune de ces superbes maisons qu'ils ont élevées pendant leur vie. Vous voyez, c'est tout un programme, ces superbes maisons. Donc, vous le savez, Louis XIV a repris les artistes qui avaient travaillé pour Nicolas Fouquet, pour les jardins Le Nôtre, pour l'architecture Levaux, pour la peinture Lebrun. Il leur a donné un cadre, Versailles, j'allais dire, finalement, tout l'argent qu'ils voulaient, une dimension inégalée. Versailles, c'est la mobilisation de tous les artistes, de tous les artisans, des architectes, des maçons, des peintres, également les œuvres voici l'esquisse de ce château dès 1668, la manufacture des Gobelins, une manufacture qui produit des objets pour Versailles. Vous voyez ici, Louis XIV se fait présenter le mobilier d'argent, qui aujourd'hui a disparu, il l'a fait fondre pendant une guerre, au grand désespoir d'ailleurs du directeur qui lui disait « Monsieur Colbert n'aurait pas permis cela ». Et Louis XIV lui a dit « Monsieur Colbert vivait à une autre période que la nôtre, donc il a fait tout fondre, on n'a pas grand-chose de tout cela ». La manufacture de Saint-Gobain qui prouve que désormais en France, on sait créer des glaces, des miroirs, tout aussi bien que les Vénitiens. Donc vous le voyez, il y a une dimension technique dans Versailles. Il y a les arts, bien sûr, les arts où nous l'entendons aujourd'hui, la création artistique, mais il y a également la création technique, et c'est dans le domaine de l'eau qu'on a eu le plus de difficultés. Louis XIV a voulu des jeux d'eau, et vous le voyez, ils sont particulièrement spectaculaires dans ce char d'Apollon de Tuby, et on a essayé de trouver une solution, et c'est cette machine de Marly, de l'eau qu'on va chercher à la Seine, qui est remontée par ces roues que vous voyez ici, qui est remontée le long de la colline pour arriver à l'aqueduc de Louveciennes. C'est un succès moyen, puisque ça ne suffit pas pour le château de Versailles, mais c'est néanmoins une très belle réalisation technique. Et puis c'est aussi, je dirais, l'affrontement du roi et d'un simple artisan, puisque l'entrepreneur a fait venir un artisan de Liège qui s'appelle Renquin Sualem, un charpentier qui avait travaillé dans les mines et qui a eu l'idée de cette machine. Et Louis XIV, un peu admiratif, en 1684, demande à Sualem comment il a eu l'idée de ces machines. Et l'homme lui répond dans sa langue « Tot tusan, sire », en y réfléchissant, sire. Donc vous le voyez, le palais et les jardins de Versailles sont un lieu symbolique. L'idée d'un palais enchanté, l'idée d'une cité idéale qui a pour seule règle la beauté, une beauté créée par l'homme, mais alliée à la nature, qui lui sert d'écrin. Est-ce que c'est l'homme qui a transformé la nature, ou est-ce que c'est la nature qui s'est imposée à l'homme? Aujourd'hui, les historiens reviennent sur cette idée, mais là encore, les écrivains ont voulu dire que Louis XIV avait su vaincre la nature comme il avait vaincu ses ennemis. Et Saint-Simon, dans son
dans ses mémoires, dit il a mis une colline là où il y avait un étang et un étang là où il y avait une colline. Donc, vous voyez, une sorte de jeu perpétuel pour montrer sa puissance. Cela demande beaucoup d'argent, mais en même temps, vous le voyez, l'État monarchique est capable de tenir malgré des guerres effroyables, malgré de grandes difficultés à la fin du règne, malgré les famines, on a continué. Et même dans la dernière guerre, qui est épouvantable, eh bien, Louis XIV fait construire sa chapelle. Une chapelle, on avait oublié la chapelle, vous voyez, c'était un peu gênant. On fait une chapelle qui a un style hybride, on pourrait dire un style Louis XIV, qui est un peu classique mais un peu médiéval, qui est très belle. Et certains ont grogné en disant on aurait dû mettre l'argent ailleurs. Louis XIV n'a pas été content. Un évêque l'a dit, il a eu beaucoup de déboires pendant quelques années ensuite. Donc vous le voyez, c'est cette idée qu'il y a un effort commun. En tout cas, vous le voyez, cet effort se nourrit d'une volonté commune de se surpasser, de surpasser tout ce qui existe et a pu exister ailleurs, d'offrir à celui que l'on désigne volontiers comme le plus grand roi du monde une demeure digne de lui. Et cette demeure doit permettre à ses sujets d'étonner l'univers. Il y a cette idée toujours d'étonner. Vous savez que Louis XIV a été déclaré Louis le Grand au moment de la paix de Nimègue. Le collège de Clermont a été appelé collège Louis le Grand. Il garde ce nom. La place Vendôme s'est appelée place Louis le Grand. Mais dès qu'il a été mort, Massillon, l'évêque Massillon, dans son oraison funèbre, en 1715, a lancé ce qui est le jugement de l'Église. Dieu seul est grand. Il y avait là une mise en garde d'un homme d'Église qui exprime bien les réticences que les esprits raisonnables ont pu avoir face à la démesure d'un homme, peut-être aussi d'un pays, voire de toute l'Europe, qui a laissé s'exprimer ses appétits de domination. Aujourd'hui, vous savez bien que cette domination est remise en cause, est contestée. Et même Colbert a été peinturluré à un moment devant l'Assemblée nationale. Et là encore, je ferai appel à Chateaubriand, qui a donné son sentiment. Bonaparte a fait son siècle, Louis a été fait par le sien. C'est la voix du génie de toutes les sortes qui parle au tombeau de Louis. On n'entend au tombeau de Napoléon que la voix de Napoléon. L'écrivain a l'intuition de cette mobilisation collective des talents de ce temps-là pour faire rêver et espérer leurs contemporains. Ce temps a connu de grandes souffrances, mais il nous a laissé des chefs-d'œuvre qui nous émerveillent et nous enchantent encore.